Louis Schren, bonjour. Bonjour Et Christophe. bienvenue. On va pas parler chasse aujourd'hui, on va parler ruralité mais agriculture puisque c'est évidemment l'actualité et ça va être au cœur de votre campagne. Un mot d'abord de votre solidarité avec les paysans en colère. Est-ce que vous trouvez par exemple que hier les arrestations et les gardes à vue après Rungis où des dizaines d'agriculteurs sont rentrés, c'est excessif? Je pense que c'est excessif. Pas la peine de mettre ces gens en garde à vue. Bon, ils sont rentrés dans Rungis. Ok, j'entends. On les sort et puis au revoir. Et puis voilà, terminé. Mettre ces gens en garde à vue, les arrêter, je trouvais que c'était vraiment démesuré. Est-ce que le gouvernement devrait autoriser une partie de ces agriculteurs à rentrer dans Paris pour exprimer devant tous les Parisiens leur colère et leur désarroi? Je pense que c'est quelque chose de difficile, rentrer dans Paris, effectivement, les agriculteurs. Si on les invite à venir peut-être faire goûter leurs produits, je pense qu'il y aura un compromis à trouver de ce côté-là, ce qui serait plutôt malin, et rappeler aux Parisiens qu'il y a d'autres choses que ce qu'on peut trouver des fois en provenance des quatre coins du monde, et qu'il y a des bons produits qui sont français. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de la communication, et je pense que ça, ce serait une bonne chose. Et le salon de l'agriculture, dans moins d'un mois, ça sera ça. Hein, ça sera ça. Ce sera faire voir évidemment ce que la France produit. Alors vous publiez des propositions, vous, l'Alliance Rurale, donc oui. pour les élections européennes, pour l'agriculture. Aujourd'hui, vous les publiez. Vous demandez un arrêt immédiat des baisses de production dans l'Union européenne. Il se trouve que au sommet européen de Bruxelles, on a décidé de prolonger le moratoire sur les jachères, c'est-à-dire la mise en jachère de terrains supplémentaires. Normalement, ça ne sera pas le cas. Donc c'est un bon point déjà. C'est un bon point. Bon, faut bien comprendre que la décroissance programmée par le Green Deal, c'est un des grands pacte problèmes. vert, ouais. Voilà. Aujourd'hui, le pacte vert, c'est un des grands problèmes qui aujourd'hui met les agriculteurs en colère, mais qui touche aussi la vie quotidienne et le pouvoir d'achat des Français. Aujourd'hui, on dit voilà, la France va retirer 15% de sa production agricole et sylvicole, en général, de façon globale. C'est pour répondre effectivement aux aires protégées qui ont été votées il y a quelques années et qui vont être mises en fonction bientôt. On va mettre 30% de notre pays sous protection complète et 10% de notre pays sur protection totale, dans laquelle il n'y aura aucune interactivité humaine. Qu'est-ce que c'est que ce plan à la con que nous prévoit Bruxelles? Il y a des gens aujourd'hui ici qui doivent produire, quand déjà pas de quoi produire, on a des gens qui ont faim, mais l'Europe va devenir effectivement un espèce de terrain de jeu où nous, on va juste avoir de la haute technologie à fabriquer, et puis la nature sera effectivement un endroit où on va se promener, il n'y aura plus d'agriculteurs et plus de forestiers. C'est n'importe quoi ce Green Deal. N'importe quoi. Alors vous proposez aussi de reconnaître dans la loi le délit d'agribashing. Mais comment définir le délit d'agribashing? Écoutez, tous ces gens qui se font menacer parce que leur activité professionnelle, parce que leur passion, parce que voilà, comme aujourd'hui on condamne des gens qui sont attaqués pour leur religion, qui sont menacés de mort ou qui sont effectivement violentés pour ces raisons-là. Aujourd'hui, on bouffe de l'agri, on bouffe du pêcheur, on bouffe du chasseur, on est tous des salauds parce qu'on a une activité qui est en rapport avec la nature ou les animaux. Il y a un moment, je pense qu'il faut protéger ces gens, c'est pas normal ce qui se passe de ce côté-là. Vous demandez aussi un moratoire de 10 ans sur les interdictions des molécules afin de donner le temps à la recherche de trouver des alternatives. Est-ce que 10 ans, c'est pas un peu beaucoup? Si on dit 10 ans, on va arrêter la recherche. Peut-être que c'est pas assez, même si je m'en trouve pas, parce qu'il y a quand même des exemples. Bon, la betterave, on connaît tous. Je vais prendre l'exemple de la banane martiniquaise, où tout le monde s'en fout à peu près. Voilà, on a voté un truc à l'Europe, on n'a plus le droit effectivement de traiter ces bananes. Le chlordécone a fait beaucoup de dégâts aussi. Hein. Oui, d'accord, mais on fait comment? Donc il y a plus en l'espace de 2 ans de temps, alors que la filière banane en Martinique était quelque chose qui a été le premier employeur de l'île. On s'est retrouvé aujourd'hui, il n'y a plus une banane, mais on a remplacé par quoi? C'est les bananes qui viennent du Costa Rica, qui sont fabriquées avec toutes les merdes possibles et imaginables et qu'on mange tous les jours. Est-ce que c'est ça, l'empreinte carbone? Est-ce que c'est une avancée d'avoir retiré cette molécule? Je crois pas. C'est toujours une question d'équilibre. Il faut arrêter cette écologie punitive qui veut tout interdire, dans tous les domaines de notre vie d'ailleurs. Il faut trouver des compromis. Oui, il faut avancer sur l'écologie, c'est super important, on est tous d'accord pour le dire. Mais on va pas plier non plus 3 générations de Français. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt rester exigeants, nous, sur nos normes, mais empêcher l'importation de produits qui, dans leur pays de production, ne les respectent pas? Et ça, on peut pas. Il y a les accords de libre-échange. On est aussi content d'exporter des tas de choses qui viennent de l'Europe, y compris de la France. Vous n'êtes pas pour une rupture de tous les accords de libre-échange? On ne peut pas faire une rupture. Regardez le lithium. Parce que tout ça, le lithium et le Chili, c'est quand même extraordinaire. On n'en parle pas assez. Mais le Chili est producteur de lithium. Aujourd'hui, on dit en France, en Europe, terminé, vous êtes tous des salauds parce que vous avez une bagnole diesel, vous allez mettre des voitures électriques dans vos garages. Très bien, faut fabriquer donc effectivement des batteries électriques, y compris pour les téléphones et toute la technologie. On n'a pas de lithium, faut bien qu'on l'achète. On va voir les Chiliens disent on est d'accord, mais nous on a du bœuf. On a de la volaille. Donc si vous voulez notre lithium... Les gars, vous voulez du lithium, vous voulez faire tout électrique, super, magnifique, environnementalement, c'est parfait. On en rêve, mais ok, d'accord. Donc vous allez prendre les 100 000 tonnes de bœuf et les 300 000 tonnes de volaille par an qu'on va vous demander de prendre. Donc il y a un moment, ça va pas. C'est toujours trop d'écologie punitive.
une vision économique trop environnementale. On est dans le compromis. Il faut trouver des compromis. Oui, il faut avancer sur l'écologie, mais on doit faire attention à ce qu'on fait. Il y a un compromis aussi qu'il faudrait peut-être trouver, c'est que les consommateurs acceptent de remettre un peu plus d'argent dans leur assiette et d'acheter des produits peut-être un peu plus chers, mais français. Ouais, enfin, c'est pas en ce moment que ça va se passer. Moi, je suis désolé, je me mets à la place du consommateur. Quand vous avez des tomates qui viennent du bout du monde à 1 euro le kilo, on sait pas ce qu'il y a dessus. Et puis les mêmes qui viennent de France à 4 euros le kilo parce qu'on est écrasé par des normes de production environnementale qui sont surdimensionnées. Qu'est-ce qu'elle fait, la ménagère? On est un petit peu en crise de pouvoir d'achat quand même. Les gens, à un moment, je me mets à leur place, on choisit entre 1 euro et 4 euros, et ben vous prenez 1 euro, et la plupart du temps, ce qui est normal. Le problème, il est pas là. Le problème, il est aujourd'hui de la PAC. On a artificialisé la production aujourd'hui agricole européenne. Vous savez, pour la plupart des agriculteurs aujourd'hui, le salaire, c'est le versement de la subvention de la PAC. Ce sont des fonctionnaires de l'Europe en quelque sorte. Ils sont perfusés, on va dire, dans les deux bras, comme on dit souvent. C'est pas normal. Ces gens veulent juste vivre de leur travail. On veut une alimentation saine, mais on peut pas régenter non plus les choses comme on le fait aujourd'hui, parce qu'on ouvrira toujours des portes à l'importation qui sera meilleur marché que ce qu'on fait. Quelle est selon vous la responsabilité, la culpabilité de la grande distribution dans cette crise? Moi, je pense qu'elle est assez limitée, contrairement à ce que j'entends, et contrairement des fois à ce que peuvent dire les agriculteurs. C'est des commerçants, c'est des gens qui achètent à un prix, qui revendent à un autre prix. C'est pas de leur faute si le marché, quand on font de belles pose marges aussi. Mais enfin, ça c'est normal, c'est le principe du commerce. Si on commence à pas être d'accord avec le principe du commerce, alors que la marge soit surdimensionnée, ça c'est un autre problème. Mais c'est des gens qui achètent à un prix, qui vendent plus cher. Bon, après, pourquoi il y a ce problème vis-à-vis de la production française? On revient à ce que je viens d'expliquer. C'est effectivement, on a des produits qui sont trop chers. Le coût du travail en France est trop cher, le coût environnemental est trop cher, et quand on termine, le produit de sortie, il est trop cher. Vous souhaitez une suppression des droits de succession pour la transmission des exploitations agricoles. Oui. Manque à gagner pour l'État quand même. On a 3 000 milliards de dettes. Du manque à gagner pour l'État, mais du manque à gagner pour la France. Combien qu'il y a aujourd'hui d'exploitations qui sont achetées par les Chinois? Parce que les enfants arrivent juste à vivre, les parents arrivent juste à vivre, des fois sous le seuil de pauvreté. Arrive le moment de la transmission, l'outil de production agricole doit être transmis. C'est valable pour tous les grands châteaux français au niveau du vin, vous l'avez vu. Eh ben, les gens savent pas payer la fiscalité de transmission. Donc c'est des gens de l'extérieur qui viennent acheter. C'est comme ça qu'on perd tous les jours des dizaines de milliers d'hectares de terre et des centaines de châteaux français au niveau du vin qui passent à l'étranger parce que les enfants sont incapables de payer, de payer les droits. De payer juste les droits. Vous arrivez à chiffrer l'effort qu'il faudrait faire, non? Non, je peux pas chiffrer. J'ai pas chiffré cet effort encore. C'est d'ailleurs valable sur tous les héritages. Moi, il y a un truc que j'ai jamais pu accepter. Comment ça se fait quand vous avez travaillé toute votre vie pour payer votre maison au moment de la donner à vos enfants quand vous mourrez? Les gamins qui doivent encore payer effectivement une fiscalité sur quelque chose qui a été de l'argent qui a été fiscalisé tout au long de votre vie, un bien qui a été fiscalisé tout au long de votre vie, et l'État en prend encore une ponction au moment de donner ça aux enfants. Pour faire de la redistribution, vous direz l'État, redistribution pour redonner aux plus pauvres à travers l'argent public, ceux qui n'ont pas d'héritage. Oui, enfin ça c'est quand même la solution facile. Au final, je vois qu'il y a de plus en plus de pauvres et que ça va toujours pas mieux. Donc j'aurais bien savoir où va l'argent dans ce cas-là. Vous proposez un plan d'investissement européen de 100 milliards sur 20 ans pour trouver des solutions durables. Où investir ces 100 milliards? C'est pourquoi? C'est pour la recherche agronomique? C'est pour la recherche agronomique, c'est pour les molécules, c'est pour ce qu'on vient de dire aujourd'hui. On a en fin de compte une fragmentation de la recherche. L'INRA, c'est 1 milliard. Mais toute seule en France. Et puis le reste de l'Europe, c'est entre 3-4 milliards d'euros. Je pense qu'on pourrait, si on a un problème commun, et on a un problème commun moléculaire sur ça, sur les néonicotinoïdes ou ce genre de choses, on pourrait au moins regrouper les matières grises ensemble, 5 milliards par an, 20 ans, c'est 100 milliards. Je veux dire, c'est même basique, c'est rien du tout. C'est déjà ce qu'on dépense aujourd'hui, chacun de son côté, sans être capable de trouver une solution. Dans 1 heure, Emmanuel Macron va rentrer dans le bureau d'Ursula von der Leyen pour un petit déjeuner, puis pour parler agriculture. Si vous étiez à sa place, vous demanderiez quoi à Ursula von der Leyen? Un moratoire sur tout. On arrête. Et puis, il faut remettre le dossier agricole sur la table européenne. On s'est trompé. On remet les compteurs à zéro. Les politiques européennes qui sont menées depuis 50 ans étaient complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, on accuse les agriculteurs. Par exemple, les politiques européennes qui ont donné le remembrement. Le remembrement, c'est la première grande perte de biodiversité en Europe. Et on a fait tomber les haies et on a fait les grandes surfaces. On a dit aux agris, je comprends même pas qu'on puisse agresser ces gens aujourd'hui, leur reprocher quelque chose. On leur a dit, vous virez les points fixes, vous virez tout, vous bouchez les fossés, produire. On s'en fout à quel prix, on s'en fout avec quoi. Fallait nourrir les gens aussi. Ben oui, il fallait nourrir les gens, mais il faut toujours nourrir les gens. Aujourd'hui, on dit vous êtes des salauds parce que vous avez fait ça. Mais c'est la direction et les stratégies européennes qui ont amené à ça. Donc là, il faut changer le système. Le système de revenir à l'écoute des gens de terrain, c'est la moindre des choses. Et puis ce système de PAC aujourd'hui, qui maintient, je dirais, en vie les agriculteurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, je veux pas l'enlever parce qu'ils ont plus que ça. Je comprends.
mais à court terme, à moyen terme, c'est pas une vie. Est-ce qu'il faut dire aux Ukrainiens ce matin, écoutez, on vous aime bien, mais désolé, vos poulets, on n'en veut plus parce que ça nous dérégule trop? Ah, bien sûr. Qu'on donne de l'argent aux Ukrainiens, qu'on les soutienne, c'est deux choses différentes. Mais pourquoi faire entrer des poulets qui viennent d'Ukraine, qui sont produits dans des conditions catastrophiques, des élevages de plusieurs millions d'oiseaux, changés jusqu'à 2 fois par an, avec aucune norme de contrôle ni rien du tout? Comment voulez-vous que la filière avicole française résiste, ou même européenne? Mais tout va s'effondrer avec ces poulets ukrainiens. Je préfère qu'on donne des moyens militaires aux Ukrainiens, peut-être de sauver leur peau. Et ça, c'est une bonne chose, mais ils gardent leur poulet. Est-ce que vous trouvez Gabriel Attal à peu près à la hauteur de cette crise? Moi, je trouve qu'il a été bon. Alors évidemment, on demande des réponses concrètes sur un sujet qui est tellement complexe et qui va demander tellement de temps, effectivement, de réflexion, qu'il peut pas tout annoncer. Mais je pense qu'il a plutôt pris la mesure des choses et qu'il a fait il a fait une déclaration d'amour au monde agricole. On l'avait jamais entendu. Changement d'état d'esprit, il a dit même. Il a dit voilà, changement d'état d'esprit. Moi, je veux plus qu'il y ait des gens qui vous traitent de barbares, qui vous traitent de pollueurs. On n'avait quand même jamais entendu ça. Alors je suis pas pro ni contre Gabriel Attal. Je trouve qu'il a eu des mots forts. Maintenant, ils attendent des mesures fortes. Ces mesures, elles vont devoir s'échelonner sur le temps. Donc s'il faut du temps, il faudra qu'à un moment donné, les agriculteurs retournent dans leur ferme. Il faut que le mouvement trouve une sortie. Il faut trouver une sortie correcte maintenant. Faut pas aller trop loin. Là, ils ont une cote d'amour magnifique vis-à-vis de l'opinion publique. N'allez pas retourner les Français contre le monde agricole, ce serait une erreur. On commence à avoir aussi un peu de débordement. Je le dis clairement, je suis contre. Faut pas s'attaquer à tout, à n'importe quoi. Donc il y a un moment, il faut savoir arrêter la crise. La crise est profonde, donc c'est dur d'arrêter une crise qui vient de loin et qui est longue et qui a été longue à mûrir. Mais il y a un moment, il faut savoir dire, on rentre chez nous, quitte à recommencer dans 6 mois si les choses n'avancent pas. Vous sentez dans ce milieu rural global la tentation d'aller vers l'extrême droite? Oui, elle est dans forte. le vote. Mais la colère. Alors on dit oui, on parle beaucoup d'immigration toujours, ou d'insécurité. Je pense qu'on fait une erreur. C'est pas de là que vient le malaise. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, moi, mes enfants, je n'aurai jamais la vie que j'ai eue. Je ne pourrai pas transmettre ma culture, ma passion, mon économie rurale. Je ne pourrai pas la transmettre. Et le fait de briser cette transmission, Christophe Barbier, c'est terrible quand on est parent. Dire mes gamins pourront jamais faire ça. Et je pense que la colère vient de là. C'est cette incertitude sur leur avenir. Willy Schren, tête de liste donc de l'Alliance Rurale pour les Européennes du 9 juin. Merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain 7h45, votre invité sera l'essayiste Sonia Tir pour son livre « Sortir du placard LGBT en politique ».